Au plus près du danger, le raid intervient en dernier recours. Allez, on fait. Derrière le raid, il n'y a plus rien. Ces policiers affrontent les crises les plus graves. Dans les différents checkpoints, ça pouvait dégénérer à tout moment. Ils interpellent les forcenés, négocient avec les preneurs d'otages. On n'avait jusqu'alors jamais vu une prise d'otage avec des enfants et quelqu'un qui était supposé détenir des explosifs. Une unité d'élite créée et entraînée pour arrêter les terroristes. Au moment où il franchit le balcon, il n'est plus question d'essayer de le maintenir, il faut le neutraliser complètement. Les policiers du raid, confrontés à ces menaces depuis leur création, dans les années 80. J'ai un coup de fil, les loups sont dans la bergerie. Vous avez les moyens d'aller les interpeller? Ce sont aujourd'hui plus de 500 hommes et femmes déployés sur tout le territoire. Toujours visage caché, ils mènent des opérations à haut risque. On est en pleine intervention, s'il vous plaît. Voulez-vous là? Et il y a eu pas mal de blessés sur ces opérations. Vous avez cette odeur de sang et de poudre mélangée. Ce que je me dis, c'est tu dois rester en vie et tu dois aider tes copains. Les défis relevés par les policiers du raid, les traques, les négociations, les assauts, plongés au cœur des secrets de cette unité d'élite. Armé, le président de la cour d'assises menotté à son poignet Georges Courtois détient une trentaine d'otages au palais de justice de Nantes. Et là, il y a une caméra qui va prendre une balle. Et c'est là, à ce moment où je sors et je lui dis, arrête tes conneries, tu vas nous flinguer quelqu'un. Tant qu'ils n'interviendront pas sur les otages, nous, on leur promet de ne pas intervenir. Ange Mancini, le premier patron du raid. Il est ici à quelques mètres seulement d'un des trois malfaiteurs. En décembre 1985, un braqueur récidiviste a transformé son propre procès en une impressionnante prise d'otage. C'est la première intervention du raid. L'unité d'élite de la police nationale vient tout juste d'être créée. Le responsable de la communication du ministre, il m'appelle, il me dit, mais ce ne serait pas un truc pour le raid? Il me dit, bah, c'est évidemment, on a été créé pour ça. Alors il me dit, vous avez les moyens d'intervenir? Je dis, oui, oui, pas de problème. Enfin, je n'avais personne, il y avait quelques mecs ici. Une mission très médiatisée. Georges Courtois et ses deux complices ont invité les caméras de télévision à l'intérieur. Quel effet ça vous fait d'être venu pour juger quelqu'un et finalement de vous retrouver en position d'être jugé à votre tour? Qu'est-ce que ça vous fait? On a recalmé la situation, quoi, parce qu'il y avait une vraie agitation. Et vous savez, dans ces cas-là, tous ceux qui ne savent pas faire, c'est un peu comme une poule qui a trouvé un couteau. Hein. Georges Courtois se met en scène, menace des magistrats et des étudiants devant la presse. Ça, c'était une demande de Courtois. Il voulait s'exprimer devant la télé. On lui dit d'accord, et c'est comme ça qu'on a obtenu la libération des étudiants. C'est assez incroyable la façon dont ça se déroule. La presse est là dans la salle d'audience, la presse est à l'extérieur du tribunal. Ça permet aux Français de prendre conscience qu'il y a un raid, que c'est une unité qui existe. Au bout de plus de 30 heures d'angoisse, les malfaiteurs quittent le palais de justice avec un otage, direction l'aéroport. Il y
y a 2 breaks, un break blanc et un break gris qui les rejoint tellement. Les policiers du raid se mettent en position. Sans protection particulière, Ange Mancini s'approche pour les convaincre de se rendre. Et là, à ce moment-là, on lui dit, bon, maintenant, c'est fini, il faut arrêter. Vous n'allez pas tuer des gens rien que pour les tuer. Ça va être... vous n'avez pas fait de conneries jusqu'à présent. C'est sûr qu'on ne vous donnera pas de médaille, comme vous disiez toujours, mais vous pouvez vous en sortir honorablement. C'est pour ça qu'après, Courtois dit, on a à moitié gagné, on a à moitié perdu. Mon sentiment est que nous avons conversé avec les policiers et que par conséquent, nous avons la conscience tranquille d'avoir exactement choisi la meilleure solution pour tous et pour chacun. Vous retournez en prison. Vous êtes, messieurs, je retourne en prison. Quant à vous, vous êtes une bande de requins qui me déplaisait particulièrement. Une première réussite du raid et de ces négociations menées également par Robert Broussard, connu pour avoir neutralisé Jacques Messrine. Ce commissaire s'implique alors qu'il ne fait pas partie du raid. Par la suite, on m'a dit, ouais, mais pourquoi Robert il est venu là, qu'est-ce qu'il avait à faire? J'ai dit, attends, Robert, rien que le fait qu'il vienne, on a résolu la moitié du truc. Hein. Parce que Courtois, il était omnubilé par... au début, c'était M. Broussard, c'était Robert, c'était Bob. Ils ont presque terminé en buvant une bière ensemble. Dans le contexte de l'époque, Robert Broussard est une star. Quand Georges Courtois apprend que celui qui s'est déplacé pour négocier avec lui, c'est Robert Broussard, il est extrêmement flatté dans son ego de malfaiteur. Lorsqu'ils se sont retrouvés en bout de piste, dans le brouillard, dans le froid, et ils étaient quand même un petit peu perdus. Et puis dans ce genre d'affaires, il faut négocier. C'était une méthode qui comporte peut-être beaucoup de risques, mais avant tout, priorité à la vie des otages. Robert Broussard et Ange Mancini font partie de ces hommes qui ont pensé le raid. Imaginé autour d'une table en Corse, puis concrétisé par le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe. C'est ici que l'aventure commence, à Bièvre. Louis XIV fait construire cette bâtisse pour sa maîtresse. Le raid la transforme en quartier général, centre d'entraînement, de tir. La chapelle devient un gymnase, des exercices grandeur nature, avec des colocataires un peu particuliers. Voici les premiers membres du raid. Sur 1200 candidats, 80 sont sélectionnés et entraînés. Ils ont chacun leur mission définie, leur secteur d'observation, leur technique d'intervention, et les missions pour lesquelles ils sont requis, ils sont les seuls à les faire. Des policiers capables de gérer un attentat, comme celui de Munich 13 ans plus tôt. Un groupe pro-palestinien Septembre Noir attaque les Jeux Olympiques en 1972. Le monde voit cette prise d'otage violente, sanglante, et qui se dénoue de façon tragique sur un tarmac d'aéroport avec des unités de police allemandes qui ne sont pas préparées à la gestion de cette prise d'otage. Et à cette époque, tous les États du monde se posent la même question. Comment est-ce que nous aurions fait à la place des Allemands et comment est-ce que nous pourrions faire mieux que les Allemands ? Émergent tout de suite des groupes d'intervention. Il manque une unité à compétence nationale au sein de la police. Le raid est créé en octobre 1985. RAID comme recherche, assistance, intervention, dissuasion. Alors moi, j'avais une idée bien précise. J'avais horreur des acronymes de la police nationale. ORTE, c'est un truc qui s'éternue, qui ne se prononce pas, c'était n'importe quoi. Et puis au bout de moment, on a trouvé RAID. Et RAID, ça m'a plu parce que d'abord c'était un mot court. La seule réserve qu'il y avait, c'est que c'était un produit anti-moustique. Et j'ai dit, bon, c'est pas grave, tout le monde s'en foutra de ça. Et finalement, oui. Après le nom, la devise, servir sans faillir.
une idée de l'épouse de Robert Broussard. Reste l'emblème. Je voulais un animal, mais je voulais un animal qui donne une image d'une force tranquille. Et donc, c'est la panthère qui va être retenue en partant d'un vase grec. C'est un vase grec où il y a ce motif d'une panthère un peu tranquille, avec sa patte qui tombe, et qui donne un peu cette idée de force tranquille, dans un contexte où c'est aussi un slogan de la campagne de François Mitterrand, qui avait beaucoup marqué les esprits. Le raid est en service depuis 1 an, quand le PDG de Renault, Georges Besse, est assassiné en pleine rue, juste à côté de chez lui. Une nouvelle attaque d'Action Directe, ce groupe d'ultra-gauche qui sévit depuis des années, responsable du meurtre du général René Audran. Les 4 meneurs d'Action Directe sont activement recherchés. Ménigon, Aubron, Cipriani et Rouillant. La traque conduit le raid devant cette ferme dans le Loiret. On casse la porte et à ce moment-là, il y a 3 des 4 qui étaient assis à une table en train de bouffer. Ils montent sur une échelle de meunier qui longeait la paroi pour monter à l'étage. Et Rouillant, lui, qui part le dernier, il monte avec un calibre à la main comme ça. Et à un moment donné, un mec lâche une rafale en bas de l'escalier, c'est du béton, et il prend un caillou de béton dans les fesses. Lui, il a peut-être pensé que c'était une balle ou un truc comme ça. Il a jeté que son calibre, il a dit « tirez pas, tirez pas ». Donc on n'a pas tiré. Ça sera une de mes grandes fiertés sur cette affaire. Les succès s'enchaînent jusqu'à cette soirée tragique du 31 août 1989. Un forcené, Gérard Marillier, est retranché chez lui à Rissorangis. Ça fait 10 ans que nous sommes voisins, mais on ne le voit presque pas. Il travaille à l'extérieur, mais c'est un monsieur qui semble très persécuté. L'individu est en pleine crise de démence, imprévisible. Il blesse un policier venu lui notifier son internement psychiatrique. Le raid est immédiatement appelé. Quand on arrive, il y a un silence total, pas de bruit, rien du tout. Dans l'immeuble, on n'entend rien, on va taper à la porte, on appelle, on téléphone, tout un tas de trucs, rien ne bouge. Ange Mancini est avec l'équipe qui doit passer par la porte. Christian Caron, surnommé Kiki, emprunte l'échelle des pompiers. Le plan semble bien ficelé, mais rien ne se déroule comme prévu. Malheureusement, la porte n'explose pas. Moi, j'essaie d'appeler Kiki pour lui dire « Kiki, n'y va pas, la porte n'a pas sauté ». La radio ne fonctionne pas. Kiki, qui entend le truc, pénètre avec 2 de ses gars, avec Setter et Azosi, pénètre dans l'appart, et là, il se trouve face à Marillier, il répond pas, et donc on craint le pire à ce moment-là. L'inspecteur Christian Caron et le sous-brigadier Fernand Setter sont tués par le forcené. Ce sont les 2 premiers morts de l'histoire du raid. C'est le moment le plus difficile, c'est le rôle du chef, bien sûr. En plus, moi, j'étais très, très copain avec Kiki et avec sa famille. Et quand je vais annoncer à sa femme, eux, ils avaient entendu à la radio, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Alors les gamins, eux, ils ne se rendent pas compte, mais ils viennent me faire la fête. Et puis je vois la femme de Kiki, là, qui elle a compris tout de suite. Et c'est très difficile. Voilà 2 fonctionnaires, Christian Caron et Fernand Setter, qui ont travaillé ensemble, qui ont appris ensemble, qui ont trouvé ensemble la mort, victimes d'un geste tragique de folie meurtrière. Les 80 pionniers du raid, c'est aussi une bande de copains. C'est une famille. Puis il y a de la tragédie dans la tragédie. Christian Caron laisse 3 enfants et une veuve derrière lui. Fernand Setter attendait son premier enfant, il avait 31 ans seulement. Et donc pour le raid, c'est un choc extrêmement dur.
Et c'est la prise de conscience que on peut mourir quand on est au raid. Le raid, à nouveau en deuil 7 ans plus tard. Une filature tourne mal. Les policiers suivent des nationalistes corses quand ils sont repérés. Une fusillade éclate sur cette route. Le capitaine René Canto est tué. René Canto est un homme assez charismatique, il est surnommé le Chevalier Blanc au sein du raid, très apprécié de ses collègues. C'est particulièrement éprouvant et c'est le troisième et pour l'heure dernier mort de l'histoire du raid. En quelques années, l'unité se métamorphose. Tenue noire, cagoule et gilet pare-balles. Mieux équipés pour faire face au pire cauchemar des parents. La vie d'enfant est en jeu. En 1993, une classe de petite section de maternelle est prise en otage à Neuilly-sur-Seine. On n'avait jusqu'alors jamais vu une prise d'otage avec des enfants et quelqu'un qui était supposé détenir des explosifs. Il y a un petit panneau sur la porte, une feuille A4 qui a été collée sur la porte de la classe. Il a dit si quelqu'un rentre, on fait tout sauter. Quand on arrive sur place, là, on constate tout de suite que c'est très sérieux. Évidemment, c'est une impression de chaos, de confusion, énormément de monde. Mais très vite, on comprend que c'est du sérieux. Michel Marie, négociateur en chef dans les années 90. C'est le premier à occuper officiellement ce poste au raid. Jusque-là, seuls les chefs négociaient. Par la suite, la fonction se professionnalise. Sur cette prise d'otage, Michel Marie a affaire à un homme cagoulé. Il se fait appeler Human Bomb, exige une rançon et menace de tout faire exploser. Poliment, je frappe à la porte. J'ouvre, il répond pas. Hein. On est face à quelqu'un qui refuse de s'exprimer. Et là, on se dit, enfin moi je me dis plus précisément, je me dis, mais est-ce qu'il serait pas en train de jouer la montre? Il faut que ça dure. Le raid parvient à mettre la classe sur écoute et installe une caméra pour surveiller l'état des enfants. L'attente est insupportable pour les parents. La négociation n'est pas toujours là où on pense. Hein. La négociation, c'était à la limite presque plus dur avec les parents qui partaient dans tous les sens et des gens qui voulaient en faire qu'à leur tête. Ils voulaient de force rentrer dans la salle de classe. Et ça, c'était très compliqué, hein, très très compliqué. Je suis rentré, j'ai dit voilà, je suis le père de Lucas. Donnez-moi mon fils. J'ai pris mon fils, je l'ai amené, j'ai donné dans les bras de mon frère et je suis retourné tout de suite. Et ça, en 2025, ce serait inenvisageable. Toute la France retient son souffle. Même le maire de la ville, depuis peu ministre du budget, entre dans la classe et essaye de négocier. Alors il le fait comme le fait un homme politique, sous l'œil des caméras. Et Nicolas Sarkozy arrive à lui faire prendre conscience qu'il y a des demandes irréalistes. Par exemple, 100 millions de francs en petites coupures, c'est tellement volumineux que ça ne rentre pas dans un Renault Espace. C'est pas forcément la meilleure des choses à faire, mais maintenant, le résultat est là. Il a quand même réussi à faire ressortir quelques enfants. Il a fait preuve de beaucoup de courage. Dans les premières heures, il y a un certain nombre d'enfants qui ont été libérés, tout simplement parce que 21 gamins qui font pipi, caca, qui pleurent, c'est ingérable. Le drame est suivi par toute la presse. Jean-Pierre Abou, le preneur d'otages, avait demandé à vous rencontrer. Vous l'avez vu, c'est un homme qui vous a apparu comme étant très calme. Oui, c'est un homme qui est extrêmement calme et je dois dire que son calme est même inquiétant parce qu'on sent qu'il est parfaitement déterminé.
La première image qui m'a frappé, c'était l'institutrice qui était debout. Les enfants étaient assis tout autour d'elle et ils étaient en train de jouer. Et ensuite, j'ai vu dans le coin de la pièce le preneur d'otages. Et ce spectacle était presque surréaliste. On m'a donné les papiers en disant exactement tout le jeu de piste qu'il souhaitait lorsqu'il allait partir. Il voulait que je le lise pour m'en inspirer pour le journal de 20h. Une partie de la rançon est livrée, mais HB n'en veut plus. Human Bomb, Eric Schmidt, de son vrai nom, est un patron dont l'entreprise a fait faillite. Il a perdu pied. Nous allons vous demander de reculer un petit peu parce que nous sommes tenus d'élargir un petit peu le périmètre de sécurité. Les enfants passent une deuxième nuit séquestrés, entourés d'explosifs. Leur institutrice avec eux. Pour l'aider avec les élèves, Evelyne Lambert intervient. L'institutrice est allée se reposer quelques heures dans une salle attenante. C'est la jeune pédiatre des sapeurs-pompiers, Evelyne Lambert, remarquable de sang-froid elle aussi, qui veille auprès de ses enfants. La vraie mission de cette capitaine médecin-pompier, informer le RAID sur l'évolution de la situation et l'état d'HB. Il a eu quelques crises d'angoisse qui à chaque fois étaient liées à des interprétations, des espèces de crises de délire sur des dessins ou ce qui se passait à l'extérieur à cause de sa peur du raid et des interventions. Après au moins 2 nuits blanches, Eric Schmidt manque de sommeil, se met à délirer. Il faut intervenir au plus vite. Le raid élabore un plan. Pour l'endormir, ils mettent des somnifères dans son café. J'ai appelé un ami qui était anesthésiste réanimateur. On a préparé du café, lui et moi. Et moi, je faisais le goûteur. HB s'endort. Evelyne Lambert doit s'en assurer, le secoue. Elle peut enfin donner le feu vert aux forces d'intervention. Elle devait se présenter devant la caméra et déboutonner sa blouse qui allait donner le top départ. Elle avait pris le soin de regrouper les enfants et de les recouvrir de matelas pour faire le jeu de la tortue. Une chose est sûre, c'est que quand les hommes du RAID, les 5 ou 6 qui sont entrés pour récupérer les petites filles, eh ben, les petites filles, elles ont eu peur, elles ont crié. Et HB, qui était effectivement assoupi, se serait, parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent le dire, se serait réveillé ou au moins aurait ouvert les yeux, levé la tête, et à ce moment-là, les autres lui auraient tiré dessus. Un geste fatal, vivement critiqué. Une enquête est ouverte sur les circonstances de la mort d'Eric Schmidt. S'il était en position de semi-sommeil relatif, on va dire, il avait tout à fait la possibilité de sauter sur son système de mise à feu, donc à pression, et de déclencher. Et le geste, c'est de l'ordre du centième de seconde. Et pour que le geste ne se fasse pas, eh bien, il fallait obligatoirement tirer dans la tête. Et c'est ce qui s'est passé. La polémique ternit le succès de l'opération. Au bout de 30 heures insoutenables, les enfants sont évacués, sains et saufs. Je voudrais d'abord dire mon admiration et celle du gouvernement pour l'institutrice et naturellement aux responsables du RAID qui ont eu la tâche la plus difficile. Force reste à la loi. Le forcené est mort. Après cette intervention, un constat. Il faut une équipe médicale au sein même du RAID, capable d'aller au plus près des situations de crise, des médecins qui joueront rapidement un rôle essentiel. L'unité doit faire face à de nouveaux défis. Les policiers sont confrontés au terrorisme islamiste dès 1996. Un attentat à la voiture piégée est évité de justesse devant le commissariat de Lille, à la veille du G7. Les responsables, le gang de Roubaix, des djihadistes français entraînés en Bosnie pendant la guerre. En France, ils commettent des braquages très violents pour financer des réseaux terroristes. La police judiciaire cherche des braqueurs, ne cherche pas des islamistes. C'est le 28 mars 1996, c'est ce jour où il y a un attentat à la bombe avorté. Là, ils se disent, mais
c'est des braqueurs ou ce sont des terroristes? Bon, dans tous les cas, il faut les interpeller. À 22h30, le raid est sollicité et on me demande est-ce que tu es dispo, est-ce que tu peux venir? Donc la question ne se pose pas, bien sûr, et nous sommes 3 dans ce cas à venir renforcer l'alerte. On se dit que ça peut être une mission difficile. Philippe Gosselin, chef adjoint du raid. Officier au sein de l'unité pendant une douzaine d'années, et notamment sur cette opération. Ce matin-là, plusieurs lieux sont ciblés simultanément. Le raid, obligé de se scinder, se retrouve en effectif réduit. Ce qui est important dans ce type d'opération, c'est le renseignement préalable. Là, toute cette séquence est occultée. On est vraiment mis devant le fait accompli. Il est 6h20 environ. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que ils ont déjà fait leur prière, ils sont levés, ils sont debout, ils sont habillés, ils ont pris leur petit déjeuner, ils sont équipés, ils ont l'armement sur eux et ils sont prêts à partir parce qu'ils partent sur un braquage. Le premier groupe qui doit traiter le rez-de-chaussée, il est tout de suite confronté à des tirs. Et d'un coup, on a entendu un boum, et puis je me suis demandé ce que c'était. Après, j'ai regardé dans la fenêtre et j'ai vu les policiers dans la cour. Je me suis réveillée surtout à 6h ce matin, j'ai entendu du bruit, mes enfants aussi, ils ont hurlé et on a vu qu'il y avait une fusillade, quoi. Des échanges de tirs intenses. 20 minutes sans interruption. Les policiers manquent de balles. Ils sont obligés d'acheminer des munitions supplémentaires. C'était une fusillade d'exception. Donc nous, on est tout de suite pris sous le feu. On est le long de la maison. Et depuis les fenêtres de l'étage, les objectifs nous tirent dessus, du haut vers le bas. Donc on voit, on a les impacts à nos pieds. Il y a des grenades qui sont jetées. Mon casque est arraché par le souffle de la grenade. C'est Louis Bayon qui est derrière moi, le chef du raid, qui va le chercher en pleine fusillade, juste protégé par son vêtement de pluie, et qui me remet mon casque sur la tête. L'intervention des services de police, les personnes en cause ont tiré sur les policiers, blessant 2 policiers du raid. Et ont mis ultérieurement le feu à la maison. Un médecin du raid prend immédiatement en charge le policier touché. Il y a urgence. Le médecin qui est avec nous va le sauver parce qu'il est en train de se noyer. Hein. Il se noie dans son sang avec une impossibilité de se ventiler. Ouais. Celui qui a été le plus gravement blessé, comme moi, n'était pas d'alerte. On est monté à 3. Et puis on est descendu à 2, quoi. Le policier s'en sort avec de lourdes séquelles. Les difficultés et l'intensité de cet assaut poussent le raid à revoir ses méthodes et ses équipements. L'unité d'élite est également confrontée au terrorisme corse. Le raid est chargé de retrouver Yvan Colonna, suspect numéro 1 du meurtre du préfet Claude Erignac à Ajaccio. Son nom vient d'apparaître dans l'enquête quand il accepte de répondre aux questions d'une équipe de TF1, seulement quelques heures avant de prendre la fuite. Il faut des coupables à tout prix, et bien on trouve des gens qui ont le profil. Alors peut-être qu'on a le profil des gens qui sont responsables de cette action, mais on n'y est pour rien. Il devient l'un des hommes les plus recherchés de France. Tous les services sont sur le coup, mais aucune trace d'Yvan Colonna. Donc ça conduit évidemment à des rivalités, ça conduit à une guerre de services, à une absence de coopération, on ne partage pas l'information. Et en 2002, le ministre de l'Intérieur, il dit écoutez, ça suffit. Tous les services voulaient la peau d'Yvan Colonna, c'était lui donner des moyens, etc. C'est le raid qui aura pour cette mission la primauté de l'interpellation. Jean-Louis Fiaminghi, alors directeur adjoint du raid, dirige les opérations de recherche sur l'île de Beauté. Les policiers ont une intime conviction, Yvan Colonna est resté en Corse. Début d'une mission de longue haleine. Le raid organise des filatures, recherche de pistes dans la campagne, des planques. 200 bergeries sont cartographiées. J'y ai participé comme tous les effectifs du raid à l'époque. Je suis parti faire des randonnées avec un sac de 30 kilos sur le dos pendant des jours et des jours, avec le duvet, un petit peu d'alimentation,
des appareils photo avec des téléobjectifs et autres. On partait, on était 2 ou 3, et puis il fallait pas qu'on se fasse voir finalement. Tout ça pour prendre des photos de bergeries ou de sites ou de points de contact. Pour se faire discret, des couples sont constitués. Il faut donc des femmes. Jusque-là affectées uniquement à la négociation, ce sont les premières policières sur le terrain du raid. On les a accueillis dans un premier temps avec un peu de sourire. Il ne faut pas se le masquer. Les femmes arrivant dans cet univers, elles ont montré petit à petit quelles étaient leurs qualités et on a été même étonné de voir certaines de ces qualités type guerrière. Les femmes opérationnelles, c'était dans ce groupe de surveillance filature. Elles ont effectué un travail remarquable et grâce à elles, soit seules, soit en couple, elles arrivaient à progresser dans des secteurs où on se serait fait identifier immédiatement. Grâce à ces nouvelles méthodes, ils ont pu surveiller la famille de près. Les recherches finissent par se concentrer sur la région de Propriano, plus précisément sur cette bergerie. Une caméra cachée par le raid capture cette image. Le commandant m'appelle en me disant Jean-Louis, il me semble que la personne qu'on a vue devant une barrière peut correspondre à Yvan. La photo de Colonna dans une main, penchée sur une carte de la Corse, Christian Lambert et Jean-Louis Firmiengui, les patrons du raid, préparent son arrestation. Quand on l'a vu le matin, il est parti directement. Et donc, on s'est dit, il a dû sûrement flairer quelque chose et donc on ne le reverra plus. Là, il y a de la déception pour nous. Pour nous, déception. Christian appelle le DGPN et même le ministre et lui dit « Monsieur, il vient de nous filer entre les mains ». Et le soir, il revient. Nos gars qui étaient enfouis, à ce moment-là, se lancent derrière lui et l'interpellent. Fierté des policiers. Ils immortalisent ce moment avec cette photo inédite. L'aboutissement de près de 4 ans de recherche. Sur cette mission, le raid a appris à fonctionner aussi dans la durée. En 2012, le raid découvre le terrorisme islamiste moderne. Mohamed Merah, un djihadiste de 23 ans, déstabilise leur méthode. Série d'attaques meurtrières. Un militaire en civil est assassiné à Toulouse. 2 autres soldats tués juste à côté de leur caserne à Montauban. Mohamed Merah franchit un nouveau stade dans l'horreur. Devant cette école juive, il tue de sang-froid 3 enfants et un enseignant. Il filme tous ses crimes avec une petite caméra embarquée. Au moment où je pars, l'enquête débute tout juste. Je dirais même elle se réoriente, puisqu'on était parti plutôt sur un militaire qui règle ses comptes avec ses anciens copains du régiment, une histoire d'extrême droite, et puis évidemment, à partir de Zahra Torah, tout le monde a compris que c'est évidemment une attaque qui est liée à l'islamisme. Amaury de Haute-Cloque, chef du raid de 2007 à 2013. La neutralisation de Mohamed Merah, l'une de ses interventions les plus marquantes, très médiatisée, en pleine campagne présidentielle. C'est une ignominie. Tous les candidats étaient venus à Toulouse, donc il y avait une amicale pression qui se joue autour de moi. Donc je ne voulais pas que les opérateurs la ressentent et qu'on puisse gérer notre opération, finalement, comme une opération ordinaire. Dans la nuit du 21 mars, le suspect est encerclé. On est en pleine intervention, s'il vous plaît. Mohamed Merah doit être pris vivant, consigne du ministère de l'Intérieur. La stratégie du raid, le surprendre dans son sommeil. Mohamed Merah, non seulement il ne dormait pas, mais en plus il attendait le raid. Assis sur sa chaise avec un Colt 45 dans chaque main, et il attendait l'assaut. Lui-même ouvre la porte et il engage les premiers opérateurs qui sont devant. Donc dès la première seconde, j'ai déjà un blessé. Il nous le dit tout de suite. Et je viens de rentrer. En fait, il est sorti parce qu'il y avait une issue de l'immeuble que personne n'avait, qui était par les sous-sols pour aller essayer de publier sa fameuse vidéo et de repérer le domicile d'un militaire qu'il comptait traiter à 6h du matin. Début des négociations, les conversations sont enregistrées.
On a affaire à quelqu'un qui a un discours plutôt sensé. Il est très calme, hein. Il est parfaitement légitime pour lui que d'attaquer à la fois les représentants de la puissance occidentale qu'est la France au travers de son armée, mais en même temps des représentants de la communauté juive, y compris les enfants. Donc vous voyez pas bien quel est l'interstice que vous allez pouvoir accrocher pour lui dire c'est fini, maintenant tu te rends. Il indique aux négociateurs du RAID qu'il veut mourir en moudjahid, qu'il refuse d'être jugé et qu'il ne peut supporter l'idée de finir sa vie en prison. Il indique aux négociateurs qu'il finira les armes à la main en indiquant « si c'est moi, tant pis, j'irai au paradis. Si c'est vous, tant pis pour vous ». Le dialogue patine, jusqu'à ce point de bascule. On va entendre 2 coups de feu. Et donc, à partir de 22h10, j'ai un peu un doute sur le fait qu'il a peut-être pu mettre fin à ses jours. Mohamed Merah ne répond plus. S'il est encore en vie, les policiers veulent l'empêcher de dormir. Il indique aux négociateurs du RAID qu'il veut mourir en moudjahid, qu'il refuse d'être jugé et qu'il ne peut supporter l'idée de finir sa vie en prison. Il indique aux négociateurs qu'il finira les armes à la main en indiquant « si c'est moi, tant pis, j'irai au paradis. Si c'est vous, tant pis pour vous ». Le dialogue patine, jusqu'à ce point de bascule. On va entendre 2 coups de feu. Et donc, à partir de 22h10, j'ai un peu un doute sur le fait qu'il a peut-être pu mettre fin à ses jours. Mohamed Merah ne répond plus. S'il est encore en vie, les policiers veulent l'empêcher de dormir. Le matin, feu vert des autorités. Vers 10h30, l'assaut final. Une petite caméra explore l'appartement. 12 policiers entrent. Mohamed Merah sort de la salle de bain. Il tire sans hésiter. Il continue en fait à avancer, armé et à tirer en sautant du balcon jusqu'à ce qu'il soit atteint mortellement par des tirs en riposte qui sont effectués par les policiers du RAID, qui l'atteignent d'une balle dans la tête. 300 coups de feu en 7 minutes. Mohamed Merah est neutralisé. À l'extérieur, les policiers du RAID découvrent l'agitation autour de cette opération. J'ai réussi à en préserver complètement l'ensemble des opérateurs qui étaient à mes côtés, qui, eux, avaient un boulot à faire avec moi. La seule chose que j'ai dit, n'oubliez pas que vous avez tous les journalistes du monde entier qui nous attendent. On est humble, on a fait le job, on vient, on s'en va. Des questions autour de cette intervention. Pourquoi a-t-elle duré une trentaine d'heures? J'ai pris beaucoup de risques, j'ai eu beaucoup de blessés en essayant d'aller jusqu'au bout du bout. Si ma mission, c'était de le neutraliser, ça me prenait 30 secondes. Et même d'ailleurs sans même rentrer dans l'appartement, hein, parce qu'on avait des munitions pour passer à travers les murs. Et c'est ce qu'on verra ensuite en 2015-2016. Il n'y a pas de négociation, il n'y a que de l'intervention. On essaye de faire en sorte de ne pas perdre de temps avec ça, parce que le temps nous est précieux pour sauver les otages. Et je continue dans la lancée d'Amaury de Hot Clock. Pour ce type d'individu-là, on essaye de transformer notre manière de faire, notre manière d'agir, etc., etc. Jean-Michel Fauvergue dirige le RAID de 2013 à 2017. Sur cette période, il doit affronter une vague d'attentats terroristes sans précédent, avec une année noire, 2015. Début janvier, attaque dans les locaux du journal Charlie Hebdo. 12 personnes sont tuées. Les terroristes prennent la fuite. Traqués par toutes les unités, les frères Kouachi sont repérés dans cette imprimerie à Dammartin-en-Gouel. Le GIGN prend la suite. Le RAID va repartir sur Paris et c'est là que l'unité apprend qu'il y a une prise d'otage très grave avec des victimes à l'hypercachère. Le quartier est bouclé. Le RAID dirige des opérations menées conjointement avec la BRI.
Quand j'arrive sur place, moi, il est à peu près 13h30. Il va falloir récupérer du renseignement, savoir combien il y a d'otages, justement s'il y a des explosifs, le nombre d'armes, etc. Tout ça fait partie de la préparation. Voilà pourquoi le raid n'intervient pas immédiatement. À l'intérieur de l'hypercachère, 26 otages. Une partie d'entre eux est cachée au sous-sol. Hamedi Koulibaly a déjà tué 4 personnes. Hamedi Koulibaly a un sac plastique rempli de bâtons de dynamite, de la dynamite de chantier, et que s'il décide de le faire exploser, il n'y a plus d'hypercachère. Pour gagner du temps, le négociateur occupe l'assaillant, sans aucun espoir de reddition. Le but, c'est de faire parler le preneur d'otages, d'avoir le plus de renseignements possibles opérationnels. Tout s'accélère. Ada Martin Angwell, les frères Kouachi sortent et attaquent les gendarmes du GIGN. À la porte de Vincennes, l'assaut est précipité. Ce que l'on redoutait, c'est que Koulibaly, regardant la télévision, apprenne qu'il y avait eu l'assaut à Ada Martin et tue les otages. La diversion, ça a été d'abord faire exploser la porte arrière, la BRI qui prend le terroriste sous son feu, et ça nous permet, nous, d'avancer nos colonnes avant, d'ouvrir la porte. Visou, virante. Oh la vache. Là, ça m'a paru une éternité. Ce rideau qui se lève, avec le bruit de la fusillade. L'idée, c'est que ceux de droite partent sur la droite, ceux de gauche partent sur la gauche. Sauf que sur la gauche, il y a tous les otages qui sont là. Très intelligemment, le premier de porte, au lieu de partir sur la gauche, il part sur la droite. Et donc il attire le tir du terroriste sur lui. Dan fait partie des premiers policiers du raid à entrer dans l'hypercachère. Il est immédiatement blessé. Moi, j'ai ressenti un choc violent au niveau des cuisses. Je regarde mes jambes, je ne vois pas de sang. Du coup, je reprends le bouclier, je reprends ma position. Et c'est à ce moment-là que la douleur est ressortie. Mes jambes ne répondaient plus. Envoie-moi un véhicule, j'ai un fonctionnaire blessé avec une balle très bien. 2 ambulances, s'il vous plaît, 2 ambulances. On a des blessés, les blessés sont tirés par leurs collègues en direct. Et là, devant les appareils, devant la télévision, il y a les familles des gens du raid qui se disent mais c'est qui T'as un mec par terre, t'as un mec... Une fois que le rideau s'est levé, le terroriste est en visuel et là il est pris sous le feu du raid, de la BRI d'un côté, du raid de l'autre. Il vient donc charger les gens du raid et mourir au pied des premiers de la colonne. Ça y est, il libère des otages, c'est fini. Les 26 otages, dont un bébé de 8 mois, peuvent enfin sortir. Ceux qui étaient cachés découvrent des scènes de guerre. J'ai pris la dame avec le bébé et j'ai sorti avec elle tout droit sans regarder devant moi. Mais même si on voulait pas regarder, on voyait que tout était cassé dans le magasin, du sang partout. Même les mecs du raid, ils avaient du sang sur eux. Une horreur. Cet assaut reste dans les annales. Il sert d'exercice pour les unités d'élite de nombreux pays dans le monde. Mais rien ne prépare les policiers du raid à l'ampleur des attentats à venir. J'arrive avec l'équipe lourde du raid et je franchis donc les portes du Bataclan. Je franchis les portes de l'enfer ce soir-là. Voilà. 3 terroristes commettent un massacre dans la salle de concert. L'un d'entre eux est déjà neutralisé quand le raid doit sécuriser le rez-de-chaussée. Vous avez les téléphones qui vibrent, vous avez cette odeur de sang et de poudre mélangée. Vous entendez les cris, les râles des blessés. Je suis rentré en premier de colonne, ce qui n'arrive jamais. Je me vois mal m'écarter sur le côté en disant « c'est par là-bas que ça se passe, allez-y ». L'attentat au Bataclan fait 129 morts et des centaines de blessés.
Il marque profondément les équipes. Tous sont venus au raid pour réaliser des opérations lourdes. Mais celle-ci, aucun ne s'attendait évidemment à la vivre. C'est extrêmement dur et vous n'avez même pas le temps de vous remettre psychologiquement du choc que vous avez eu à encaisser au Bataclan, il faut partir sur Saint-Denis. Les complices des terroristes et le cerveau présumé des attaques seraient dans ce bâtiment. Oh, demi-tour. L'atmosphère est un peu lourde. On doit aller arrêter des terroristes. Alors, sauf que les terroristes, c'est des bombes humaines, quoi. Ils portent des gilets explosifs. L'opération se révèle très risquée pour les hommes du raid. Vers 4 heures du matin, ils montent discrètement au 3e étage. La porte ne s'ouvre pas. Il n'y a pas d'effet de surprise. Dans un couloir très étroit où ils n'ont pas de recul, donc ils sont presque au contact de la paroi, qui est une paroi et non pas un mur porteur. S'ils se collent sur la paroi avec leur gilet explosif, ils font péter tout ce qu'il y a derrière la paroi, et en l'occurrence les gens du raid. Et donc l'idée, c'est de faire un feu nourri pour les maintenir à distance. Une complice des terroristes semble vouloir se rendre. Quand elle dit je veux sortir, on se souvient quand même que elle est susceptible de porter un gilet explosif. Si on va jusqu'au bout de la conversation, le tireur lui dit « fais voir tes mains, approche-toi, etc. » et qu'elle ne le fait pas. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas prendre un risque, quel qu'il soit. Un gilet explose. L'explosion est tellement forte qu'elle vrille un mur porteur. Et on se demande si l'édifice va nous tomber dessus ou va pas nous tomber dessus. À un moment, on n'entend plus tirer, donc plutôt que de prendre des risques inconsidérés, on envoie le chien, Diesel. Il y en a un minima un qui était encore là et qui va abattre le chien. Des grenades et des milliers de coups de feu. Après l'intervention, le bâtiment est sur le point de s'effondrer. L'intensité et la violence de l'opération déclenchent une controverse. Un succès malgré tout pour le ministère de l'Intérieur. Cette intervention aurait permis d'éviter une attaque au centre commercial de la Défense. C'est une opération qui est aussi fortement commentée. Il y a des commentaires, des critiques qui atteignent dans leur honneur des opérateurs du raid. Donc oui, c'est lourd. Et il n'y a pas de place pour le répit. Ce sont 2-3 années, 2015, 2016, 2017, qui sont des années extrêmement éprouvantes pour l'unité. Le raid, force d'intervention et de protection. Les policiers sécurisent les transferts des détenus à haut risque. Mission moins connue, ils protègent les diplomates français à l'étranger. Août 2021, une de leurs interventions les plus périlleuses. Les talibans reprennent le pouvoir à Kaboul. L'ambassade de France se trouve ici, dans la zone verte, un quartier ultra sécurisé. Le raid évacue l'ambassadeur et ses conseillers jusqu'à l'aéroport. Il y avait le reste de l'équipe du raid. Donc on a échangé par téléphone, donc patron, on a effectué notre dernière mission, on a évacué l'ambassadeur de l'Union européenne, on est à l'aéroport, les talibans sont partout, mais on veut retourner à l'ambassade et aider nos équipiers. Jean-Baptiste Dulion est à la tête du raid de 2017 à 2024. Il est au QG, suit les opérations depuis cette salle, une pièce transformée en centre de gestion de crise et qui sera pérennisée.
L'ambassade de France donc, à Kaboul était la dernière ambassade ouverte de la zone verte. Puis très rapidement, un regroupement de ressortissants afghans qui voulaient donc, obtenir la possibilité de rentrer dans l'ambassade et disposer donc, de la protection diplomatique. Donc ça a été très compliqué. Le raid doit évacuer plus de 300 Français et Afghans. 22h30, des véhicules blindés ouvrent la voie devant 12 minibus. C'était infernal parce que au départ de l'ambassade, on a soi-disant une escorte des talibans qui nous disent on va vous ouvrir la route. Quasiment à la sortie de la zone verte, ils s'en vont. Et là on arrive, soi-disant on a une espèce de lettre d'un soi-disant responsable qui nous dit ils sont autorisés à rejoindre l'aéroport. Et là c'est parti. C'est 5 km. Dans un Kaboul où il y a des checkpoints à tous les carrefours avec des talibans armés jusqu'aux dents, que vous avez 300 Afghans qui veulent quitter le pays, que vous avez parmi eux le chef des services de renseignement afghans que les talibans veulent absolument récupérer, qu'on veut le cacher dans un coffre abrité sous une caisse de munitions. Il y avait une tension incroyable. Les voitures étaient balisées, donc on voyait la progression du cortège, c'était extrêmement lent. Et il y avait ces périodes de blanc extrêmement stressantes. C'est l'arrivée à chaque fois dans les différents checkpoints. Et les gars disaient, bon, on part, on va négocier notre passage. Ça pouvait dégénérer à tout moment. En cas de fusillade, pas de renfort à proximité. Là, ils sont totalement isolés. Donc on avait préparé une équipe de renfort, donc, bien entendu, avec les moyens de l'armée. Je les avais au téléphone régulièrement. Alors, on essayait de le guider, d'éclaircir certaines décisions qu'ils voulaient prendre. C'était surtout, encore une fois, du soutien permanent. On était 24/24 à sa disposition. Arrivé enfin à l'aéroport. Ce trajet qui prend normalement quelques minutes a duré 3 longues heures. Ah, je me souviens toute ma vie. C'est incroyable. Ça a été soulagement total. Une mission de sécurisation également dans les coulisses des grands événements, comme les Jeux Olympiques de Paris. Pour cette mission exceptionnelle, une coordination historique avec le GIGN et la BRI Paris. Il y a toujours une petite concurrence saine qui existe entre nous. Bon, là, il a fallu passer outre tout ça. Donc ça a été énormément de travail de préparation pour que les missions soient bien réparties. Guillaume Cardy, il prend les commandes du raid en janvier 2024. Pour les JO, l'expertise sur l'eau du raid est sollicitée. Rôle crucial des plongeurs de l'unité. Il y a eu un gros travail de dépollution de la Seine pour aller détecter les munitions historiques qui étaient présentes ou aller s'assurer qu'aucun explosif n'était posé soit sur des piliers d'un pont ou sous une zone d'embarquement ou sous un bateau. On avait environ 80 opérateurs du raid sur l'eau pour se positionner sur l'ensemble de l'itinéraire de la parade pour contrer toute action hostile nautique. Le raid en constante évolution, obligé de s'adapter à la menace. Au cours de son histoire, changement d'équipement, de méthode. 80 hommes au départ, aujourd'hui plus de 500 policiers qui doivent faire face à de nouveaux défis. Intelligence artificielle, drones, un danger imprévisible, également un précieux arsenal. Quand on se base trop sur la technologie et qu'elle vous plante, on revient systématiquement aux fondamentaux, avec de l'armement minimum, dans des contextes très dégradés. Les fonctionnaires du raid ont toujours le même esprit. C'est-à-dire l'humilité et l'humour, qui permet de se détendre après des moments de stress intense. C'est les valeurs de discipline, de disponibilité. Elles sont présentes aujourd'hui, elles seront présentes demain. Au fil des années, tout change, sauf l'identité du raid.